La zone mixte. À vos casques. La profondeur de jeu vous attend. Bonjour à tous et bienvenue dans la zone mixte, le podcast où le football se décortique sous toutes ses coutures. Que vous soyez passionné du jeu ou simplement curieux, ici on plonge bien plus loin que les débats habituels. Moi c'est Tom, et avec mes coéquipiers Sacha, Gary et Nathan, on est là pour vous offrir des analyses fines et fouillées sur tout ce qui fait vibrer le ballon rond. Soyez prêts à décortiquer l'actualité, à revisiter l'histoire et à tester vos connaissances. Messieurs, dames, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Messieurs, aujourd'hui on s'attaque à un sujet très important dans le monde du football, à savoir les socios. Mais avant tout, j'aimerais introduire notre invité, Walid Soltani. Bonjour. Bonjour, comment ça va Tom ? Ça va super, super content de pouvoir t'accueillir ici, ça me fait vraiment plaisir, sache-le. Walid, supporter du Real depuis des années. Plaisir partagé déjà, bah oui, supporter du Real depuis des années. On parle tout le temps de ce club et franchement ça me fait plaisir que tu penses à moi pour cette émission et j'espère qu'on va passer un bon moment avec les copains. Bon, je vois déjà ton sourire, Nathan. Ça y est, Chambre-Leu commence en tant que Barcelonais. Non, c'est de bon augure. De toute façon, on commence à prendre l'habitude de ce genre de score. Pour le rappeler, le Barça vient de remporter la Super Coupe d'Espagne. 5-2, c'est toujours bon de le rappeler, je pense. Un peu de contexte pour nos auditeurs qui nous écoutent. Le rappel n'est pas nécessaire. Le rappel n'est pas nécessaire. Bon, Très bien. on sent une ambiance encore tendue. Bon, vous le savez très bien, les socios, c'est peut-être un concept qui prend beaucoup de place en Espagne et dans d'autres pays étrangers. Mais pour que tout soit mis en perspective et que les bases du sujet soient posées, je passe le ballon à Gary. Vas-y, Gary, éclaire-nous. Alors, qui sont les socios ? Ce sont des supporters pas comme les autres. Caractéristique bien évidemment du football latino-américain, espagnol et portugais, les socios possèdent une part de leur club. En effet, depuis 1978, ils ont également le droit de vote tous les 4 ans pour élire le président du club. Les socios doivent être à tout moment tenus au courant et consultés de toute avancée faite par le club. Les fans ont même le pouvoir, comme on l'a vu au Barça, de destituer la direction en place. Et à tout ça, on peut ajouter les nombreux bénéfices en termes de billetterie, de produits dérivés, d'accès à des événements, etc. Donc, vous l'avez compris, la notion de socios dépasse le cadre de simples supporters. Ils sont partie prenante du club et forment une seule et même entité. Gary, ça c'est un concept qui est quasi exclusif à l'Espagne en fait. Comme on le sait, en Espagne, le football il occupe une place très importante de manière générale. Être socio implique de s'engager sur la durée, à venir voir le maximum de matchs de son équipe. Être un socio en Espagne, c'est un peu une culture enseignée dès le plus jeune âge. On parle de savoir, de devoir transmis de génération en génération et surtout de passion. Aujourd'hui, seulement 4 clubs possèdent encore des socios. On compte déjà les deux cadors, le Real Madrid et le FC Barcelone, mais il y a aussi l'Athletic Bilbao et Osasuna. Ces clubs appartiennent et sont dirigés par les socios, ces personnages bien plus décisifs dans la vie de leur club qu'on ne le pense. Il faut dire que les socios barcelonais et madrilènes, tout comme ceux d'Osasuna et de l'Athletic, tiennent à leur histoire. Pour eux, leur côté unique et prestigieux, en plus des avantages que confère le fait d'être sociaux, est bien trop précieux, donc hors de question de devenir comme les autres. Messieurs à mes côtés sur le plateau, quel est le réel pouvoir des socios ? Ils ont vraiment un pouvoir dans les décisions sportives, que ce soit juste des transferts ou quoi que ce soit, ou alors c'est juste une façade démocratique ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? On entend souvent que le système des socios, où les supporters peuvent avoir une voix dans la gestion du club, c'est un modèle idéal. Le problème, c'est que ça marche pas toujours aussi bien qu'on imagine, surtout quand on regarde ce qui se passe dans certains clubs aujourd'hui et dans le passé. Tu l'as rappelé, Tom, moi je suis supporter du FC Barcelone. Je pense qu'il n'y a pas plus emblématique pour parler de ce thème des socios. Aujourd'hui, le Barça, c'est 140 000 socios. Et quand on regarde les événements récents, il y a quand même de quoi se poser des questions. Le Barça, ça a été un club qui a été endetté à la hauteur de plus d'1 milliard d'euros, même si aujourd'hui ça va un peu mieux. Je pense qu'on a tous ici des noms en tête de transferts qui posent problème. Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, il doit y avoir d'autres noms. On peut aussi se poser la question de l'impact qu'ont eu les socios sur ces décisions. Personnel, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, parce que certes, ils ont ce pouvoir d'élire le président, mais une fois en place, c'est eux qui font leur choix et pas les supporters. Donc cela revient plus à avoir ce rôle de spectateur plutôt qu'acteur. Maintenant, on a vu dans le passé, et encore aujourd'hui, que certains clubs ont réussi à attirer énormément de positifs, comme l'Athletic Club Bilbao, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais c'est sûr que ce modèle-là, il peut faire polémique, et les supporters, chacun se fera sa position sur le sujet, mais voilà, ils ont plus ce rôle de spectateur qu'acteur. Après, pour moi, tout dépend un peu de la gestion du club et de
on va dire, la santé du club, comme l'a dit notre cher compatriote barcelonais. Ça dépend du club parce que le Barça, endetté d'1 milliard, il y a eu des transferts, comme il a dit, Coutinho, Dembélé, Griezmann. Il y a aussi le salaire de Lionel Messi qui a été une vraie question et qui a, excusez-moi du terme, mais qui a un peu coulé encore plus le navire catalan. Ça fait partie de l'échec de Bartomeu et Laporta, le nouveau président du Barça, en a fait les frais. Bon, beaucoup le critiquent à juste titre, mais c'est compliqué de reprendre un club qui a énormément de dettes et de problèmes de la sorte. Donc tout dépend de la gestion. Tout dépend de la gestion. Quand on voit que le rival madrilène, tu t'en doutes bien, eux gèrent bien leur système des sociaux. Il y a vraiment quelque chose qui est créé avec Florentino Pérez, malgré un premier mandat raté au début des années 2000. Il est parti en 2006, puis est revenu en 2009. Et il y a des clubs qui, eux, le gèrent bien parce que c'est sain financièrement, il y a un vrai projet qui se crée, les fans ne vont pas, les sociaux ne vont pas trahir leurs identités. Et parfois, ils vont savoir évoluer avec leur temps, ce qui n'a peut-être pas été le cas de ceux du Barça, parce qu'ils ont trop voulu garder cette attitude cruyffiste, cette attitude ancienne, alors qu'il faut quand même que les socios, en général, ça va être mon mot de la fin, s'adaptent avec leur temps, évoluent en fonction de ce qui se passe dans le football moderne, tout simplement. Pérez s'est adapté. Tout à l'heure, avant de te donner la parole, Gary, je parlais de façade démocratique. Justement, il y a beaucoup de personnes qui reprochent du fait qu'à la limite, ça fasse un peu écho à la politique française ou la politique de démocratie en général. C'est qu'on assiste vraiment à une démocratie purement représentative. Dans la mesure où les sociaux, ils vont venir voter pour un président, une fois élu, ce dernier est libre de tenir ou non ses engagements. Il est élu pour une certaine durée. Peut-être qu'à la limite, la différence, c'est qu'une destitution est beaucoup plus simple que dans une république comme on a actuellement. Gary, t'en penses quoi, toi ? Moi, de ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est surtout que les socios, ils ont eu beaucoup plus de pouvoir dans les premières années lors de la création justement du modèle des socios que ces dernières années. Moi, un peu comme il a dit Walid, c'est vrai que le modèle des socios, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui évolue de manière positive, comme on peut le voir avec le Bilbao, Osasuna même, ou le Real Madrid. Mais peut-être avec le FC Barcelone, ça se dégrade justement dans le temps, avec la destitution notamment de Bartomeu, où ils ont joué un rôle clé. Donc, à part élire le président tous les 4 ans, ça c'est un réel pouvoir malgré tout, qu'on ne voit pas dans différents pays, à part 2 ou 3. Voilà, ils ont des avantages en termes de billetterie, en termes d'accès à des événements, etc. Mais sinon, si on parle de réel impact sur le club, à part certains clubs, je ne pense pas qu'ils en ont réellement. Moi, je pense aussi que c'est une histoire de contexte. C'est que là, on parle de clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid. Si on doit parler du Real Madrid, Florentino Pérez, lui, il a fait du club une entreprise, comme le FC Barcelone. Donc ce sont des clubs qui ont pris une telle dimension que finalement le pouvoir des supporters, il n'est pas énorme. Si on doit prendre l'exemple de l'Athletic Club Bilbao, qui est sûrement le club qui représente le mieux ce thème des socios, c'est un club qui a construit son stade grâce aux socios. Les socios à Bilbao sont des actionnaires du club et le stade Saint-Mamès a été construit avec l'accord de ses supporters. Je pense qu'ici on connaît tous leur méthode de recrutement. Enfin, il y a une vraie identité une identité qui est créée par le club avec que des joueurs basques, et derrière ça renforce ce lien entre les supporters et entre le club. C'est peut-être un club qui a moins de pression, mais c'est un club qui aujourd'hui performe sur la scène nationale, qui tous les ans vient à jouer le top 4, l'Europe, et qui peut-être dans les années à venir pourront avoir des ambitions sur la scène européenne. C'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'ils jouent la Ligue Europa consécutivement quand même, hein, donc c'est pas rien pour Bilbao. Pour rebondir sur tes propos, on parle de démocratie, mais je trouve que c'est un peu plus une démocratie contrôlée parce que les sociaux ont beaucoup de pouvoir, il les a énoncés, mais il y a aussi une sorte de contrôle parce qu'ils n'ont pas non plus le choix sur le marché des transferts. C'est ça. Ils n'ont pas le choix sur, sur le type de joueurs qu'il faut acheter. Ils n'ont pas tous les droits parce qu'une démocratie, normalement le peuple décide tout le temps. Là non, il y a quand même une justement pourquoi je parlais de démocratie purement représentative, dans la mesure où tu élis quelqu'un qui va décider pour toi. Peut-être que certaines personnes sont fans de ce système et d'autres le décrivent justement pour ce point de vue-là. Peut-être que des référendums aideraient à ce que les gens ils puissent moins se plaindre de cela. Puis même la gestion financière, on n'a pas parlé du Covid, mais les clubs comme le Real et le FC Barcelone, ils ont été affectés par cette période-là. Il y en a qui ont su la gérer mieux que d'autres, c'est vrai. Mais derrière, il faut que les supporters, en quelque sorte, restent à leur place et ne viennent pas interférer sur des décisions qui peuvent même mettre à mal la survie de ces clubs. Merci Nathan. Transition toute trouvée. Maintenant, on va parler d'argent et de foot business. Partie suivante. Messieurs, est-ce qu'un modèle comme celui des socios
peut-il réellement rivaliser avec des clubs détenus par des milliardaires, je pense à Manchester City ou au Paris Saint-Germain? C'est une question complexe. On peut dire oui, parce qu'il y a l'exemple du Real Madrid qui empile les Ligues des Champions, les championnats avec ce modèle. Tu peux dire non, parce que le Barça, depuis 10 ans, n'ont pas gagné la moindre Ligue des Champions. C'était pas forcément l'obligation de le rappeler. Plus on sérieux- arrive cette saison. Plus sérieusement, oui et non, car on peut le voir aussi sur le modèle des investisseurs privés. C'est des clubs qui grandissent, parce que le Paris Saint-Germain, depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont grandi. On peut, même si les résultats européens ne sont pas forcément là, ils ont grandi. Ça a créé une identité au club, tout comme Manchester City, qui eux ont un projet plus sain. Mais je trouve que le modèle des sociaux représente plus un peu le football originel. C'est-à-dire que le football est né dans les années 1800-1900, il a grandi en Angleterre, il s'est développé en Espagne. Et le premier système des sociaux a grandi en Espagne. Et qui définit et représente le Graal du football moderne des années du XXIe siècle, c'est le Real et le Barça. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont un modèle qui vient vraiment du cru, qui vient vraiment du peuple. Bon, même si le club rival, le FC Barcelone, n'y arrive plus trop ces dernières années, ça reste quand même un patron dans le domaine, et c'est quelque chose de plus original et de plus réel, naturel. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Walid, beaucoup estiment que les socios permettent de garder une identité forte, mais que ça bride quelque peu leur compétitivité, si je puis dire, financière face aux fonds privés, comme énoncé précédemment avec le PSG, City Wood. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question de valeur. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Walid, mais l'identité d'un club, elle ne pourra jamais être achetée. Si le Barça aujourd'hui tient depuis 10, 15, 20 ans, c'est aussi grâce à son centre de formation, la Masia. Et ça, pour le coup, on pourra injecter autant de millions qu'on veut pour le Manchester City et le Paris Saint-Germain, mais ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Et puis si on parle cru, Manchester City et le PSG, c'est combien de Ligue des Champions depuis un certain temps? Voilà, une entre les deux. Donc, est-ce qu'on peut parler d'échec? Chacun fera sa propre idée, mais c'est sûr que le débat est revenu plusieurs fois ces derniers temps. La question d'identité avec le PSG, là encore, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Mais dans le football moderne, je pense qu'on a besoin de retrouver cette proximité entre les supporters et le club, cette identité, cette force que l'argent ne pourra jamais acheter. Et donc aujourd'hui, oui, on peut lutter, et les clubs doivent lutter. Et je pense que même dans les résultats sportifs, si là, je vais parler du rival, mais le Real Madrid est le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Donc ça prouve aussi que même sportivement, on peut lutter contre ce système qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. C'est vrai que sur cette thématique, c'est difficile d'avoir un avis différent que ceux que j'ai entendus, parce que j'ai l'impression, quand on parle de modèle des socios, Paris, City, Real, Barça, je parle un peu de passion contre argent. Ça fait mal de dire ça pour des clubs détenus par des milliardaires comme le Paris Saint-Germain ou City. Mais c'est vrai que c'est des clubs qui ont émergé ces 10 dernières années. Et quand on connaît bien le foot, ça date depuis bien longtemps. Et le modèle des socios, on parle vraiment de ferveur, de passion, comme Nathan l'évoquait avec Bilbao ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone. Et c'est vrai que on le voit dans les résultats, comme tout le monde l'a dit, le Real Madrid, le FC Barcelone ont 3 fois, 4 fois plus de titres que le Paris Saint-Germain et Manchester City, même si on réunit les deux. Donc est-ce que ça peut rivaliser? Oui. Si on parle vraiment en termes financiers, bien sûr que ça peut rivaliser, mais si on parle vraiment de pure passion et de pure ferveur, comme on l'aime dans le foot, en fait, ça ne s'achète pas, en fait. Vous savez, c'est quoi la meilleure solution? C'est de faire comme nos amis les Suisses, c'est de couper la poire en deux et de mélanger les deux. Je pense que tu vas y venir, Tom. Il y a un moyen, il y a un modèle au Bayern, en Allemagne, qui un peu lie les deux. Ils ont un modèle de sociaux, c'est 50 plus 1, c'est-à-dire que le club et les sociaux en général, on va appeler ça les sociaux, gèrent le club, soit 75% environ, et le reste, c'est les sponsors, c'est les investisseurs comme l'Alliance, comme Audi, et je n'ai plus le troisième sponsor du Bayern, mais voilà, c'est mélanger les deux afin d'avoir... Le Télécom, là, Ouais, sur le maillot, j'ai plus le nom exact, mais ouais, c'est un opérateur téléphonique Voilà, exactement. historique du... Et justement, eux, ils gèrent parfaitement ça. Il n'y a pas forcément d'écart, même si on appelait Bayern Bollywood, l'Hollywood d'Europe dans les années 2000. Mais le Bayern gère parfaitement ce modèle un peu coupé en deux. Et c'est peut-être ça, le compromis pour les futurs clubs européens, pour ceux qui veulent investir, de mélanger passion et investisseurs et de trouver cette santé, cette belle santé entre les deux. La différence, c'est que les clubs allemands, comme tu l'as évoqué avec le Bayern ou même avec Dortmund, qui ont un système assez similaire, le problème étant que on parlait d'argent et de passion et d'identité forte,
c'est peut-être que l'identité est limite trop forte, dans la mesure où on l'a vu avec les cascades devant la billetterie, où il y a des supporters qui sont sur liste d'attente depuis 30 ans pour pouvoir acquérir un abonnement à Dortmund par exemple. Par moment, on est un peu extrême. C'est un autre type de football. C'est Il- un autre type de football et de supporterisme. Il y a des avantages. Après, les places ne sont pas très chères. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Ah, Allemagne, ouais. mais là-bas, tu vas aller voir un match de Ligue des Champions, c'est 20 euros, 30 euros. Bah là, pour le prochain Nice-Marseille, il me semble que les places, c'est minimum 60 euros. Donc là, tu vois la différence. Oui, c'est sûr. Ça. Messieurs, on va voir si ce modèle peut être décliné dans des pays différents que l'Espagne ou l'Allemagne. Question on ne peut plus ouverte. Est-ce que vous imaginez un club en France ou ailleurs qui pourra adopter ce modèle? Et si oui, lequel et pourquoi? Bah moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est vrai que c'est une question qui peut me toucher. Tout d'abord, le modèle des sociaux, comme on l'a vu, c'est des modèles qui touchent des clubs assez historiques, des clubs passion qui ont beaucoup de ferveur. Donc je pense que l'Olympique de Marseille serait en France peut-être le club numéro 1 qui pourrait adapter ce modèle. On sait que les supporters sont très proches du club, très proches de la direction. On l'a vu l'année dernière avec les événements à la commanderie par exemple. C'est des événements assez dramatiques mais qui montrent vraiment l'attachement des supporters à un club de foot et vraiment cette relation entre un président et des groupes de supporters. Donc peut-être le modèle des socios serait potentiellement adapté pour un club comme Marseille, mais des clubs à passion et des clubs historiques, on pensait Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain, pas encore, parce qu'on a parlé des clubs détenus par des milliardaires, mais je penserais plus à des clubs assez historiques et qui vivent vraiment de leur passion. Nathan, je sais que ta position elle est un peu contrastée à ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour le coup, un club comme l'Olympique de Marseille, ce serait vraiment compliqué parce que le mélange, il est explosif. T'en as parlé des événements qui sont déroulés l'année dernière, mais des personnes comme Zeroual ou comme d'autres personnes, je pense que Tom, t'es un peu plus éclairé que moi sur le sujet, Un petit peu. mais je pense que t'es d'accord avec moi que mêler les deux, c'est jamais vraiment une bonne idée. En fait, le problème, c'est que tu pourrais avoir un cocktail qui serait très bon comme très mauvais. Il n'y aurait pas d'entre-deux à Marseille. Ah, c'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc. C'est la ville qui veut ça, c'est la passion. Le souci, c'est que un supporter, dans les moments où il faut qu'il garde la tête froide et qu'il ait un peu de discernement dans les moments clés, il va pas l'avoir. Parce qu'un supporter, il va réfléchir quasi exclusivement en fonction de son émotion. Dans la mesure où Marseille, on l'a bien vu, le but étant de pouvoir construire un projet à long terme, ce qu'essaye de faire Pablo Longoria en ce moment, il faut un peu de sang-froid, un peu de décence, si je puis dire, de prendre des décisions fortes et de mettre son cœur, entre guillemets, de côté. Je suppose que si on a un modèle comme les socios, les supporters ne cesseraient de se plaindre et ne cesseraient d'essayer d'utiliser de quelconque façon un moyen d'utiliser le pouvoir qu'ils ont. À Marseille, il y a beaucoup de pouvoir actuellement. Est-ce que leur en donner plus, ça serait pas néfaste pour le club? C'est une question qui se pose. Moi, je vais être radical, vous nuancez, mais moi, je pense que c'est impossible en France, tout simplement. Bon, vous l'avez expliqué pour l'Olympique de Marseille, c'est un club avec tant de ferveur, si explosif. Mais si on donne encore un peu plus de pouvoir aux supporters, je pense, ça va plus tourner au vinaigre qu'autre chose. Après, il y a des clubs comme Lille, comme Nantes, comme Lens, qui ont aussi des bons supporters. On pourrait se dire que c'est sain, mais après, le problème, c'est financier. Déjà qu'actuellement, ils n'ont pas de modèle de socios, mais qu'ils n'ont pas forcément une malle financière énorme. Et s'ils dépendent que d'eux-mêmes, ça va finir comme Bordeaux ou un autre club, malheureusement. On le rappelle, messieurs, il y a potentiellement une caractéristique qu'on oublie souvent de mentionner, c'est l'imposition. En France, les impôts ils sont très hauts et il y a beaucoup de charges en plus. C'est pourquoi il y a beaucoup de milliardaires qui viennent acheter des clubs en France, parce qu'ils ont la manne financière pour pouvoir le faire. En Espagne, il n'y a pas le même niveau d'imposition, il n'y a pas le même niveau de charge, et ça se ressent même quand il faut acheter des joueurs. En France, quand tu dois acheter un joueur, admettons 20 millions d'euros pour une indemnité de transfert, tu dois donner de l'argent à l'État en plus. En réalité, quand tu payes un joueur 20 millions d'euros, tu ne payes pas réellement 20 millions d'euros, tu le payes plus. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, et les gens, ils oublient souvent de le mentionner quand ils parlent de transfert et de financier. Moi, Mais je pense que... Vas-y. Je pense que globalement, il faudrait redéfinir le terme des socios si il arrive à venir en France. Parce que comme tu l'as dit, Walid, les supporters, ils doivent rester à leur place et ils ne peuvent pas venir influer sur des décisions, qu'elles soient économiques ou sportives. Encore plus dans un pays comme la France où on a du mal à créer le lien entre les supporters et les clubs. Maintenant, je pense qu'il faut quand même trouver un compromis. Parce que de là à ce que les supporters et les présidents n'ont aucun lien,
eh ben, ça poserait quand même pas mal de problèmes sur le long terme et ça créerait, je pense, surtout une cassure. Avant de te relancer, surtout que la Ligue 1, c'est pas un championnat prolifique. On Ouais. a vu les propos de Textor hier. C'est un championnat avec des bons joueurs, des bonnes équipes, mais c'est pas un championnat, on va dire, sexy, qui attire tout ce qui est financier, droit TV, etc. Du coup, ça sera un peu compliqué Ouais, bien pour la sûr. France. Mais il y a également un point qu'on a oublié qui va un peu en défaveur de l'arrivée d'un modèle de sociaux en France, c'est qu'il y a un énorme problème avec les supporters. C'est-à-dire que par exemple, lors d'un match à l'extérieur, les supporters marseillais ont été interdits de déplacement pendant 4 rencontres à l'extérieur d'affilée. Donc pas de parquage visiteur. Et quand on sait que le modèle de sociaux vient tout d'abord par passion et par suivre tous les matchs, bah, comment fermer par exemple des parquages? Je ne sais pas si en Espagne ou en Allemagne, ils ferment des parquages extérieurs. S'il y a des virages qui sont fermés pendant 2 matchs d'affilée, on a besoin d'avoir les supporters présents si on veut avoir le modèle des sociaux en France. En fait, pour synthétiser votre pensée à tous, c'est fondamental qu'il y ait refonte pure et profonde du système du football français pour pouvoir un jour, éventuellement, voir émerger un tel type de modèle qui est assez particulier. Messieurs, je sais qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais il faut avancer. Donc là, on va passer dans le côté divertissement de l'émission, le côté où on va se chamailler, on va essayer de se challenger un peu. Prochaine partie. Sacha à la régie nous a préparé un petit quiz sur le thème du jour. Les règles sont simples. Chaque question vaut un point. Tenez-vous prêts messieurs car ici pas question de mettre le bus. On joue pour gagner. Sacha si tu es prêt on peut y aller. Alors moi déjà je suis prêt, mais je tiens à vous dire que c'était une très très bonne émission. J'ai bien aimé, vous m'avez fait vibrer. La vraie question c'est est-ce que vous êtes chaud pour le quiz? Bah, Bien écoute, sûr que On oui. est chaud, on est chaud. Ok, alors première question. Quel ancien joueur emblématique a rejoint l'association Socios Nancy en septembre 2024 pour soutenir l'entrée des supporters au capital de l'AS Nancy-Lorraine? un joueur emblématique. Un joueur emblématique français? Attends. Je vais tenter. Pedretti. Non. Ok, a dit Nancy. Très 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 connu. Si on Compliqué. peut avoir peut-être un indice. Parce que dit comme ça c'est peut-être très large. Il est reconnu pour ses coups francs. Très très beau coups francs. Juninho. Non. Joueur français. Là, joueur français, On j'ai pas aurait entendu. aimé qu'il soit français. C'est un ancien président de l'UEFA. Michel Platini. Eh oui. C'est ça. Bon, il Eh ouais bah oui, fallait être- Nancy-Lorraine. il Bah oui, fallait être plus rapide. bien sûr. C'est C'est ça. Platini. Ça Ouais. fait 1-0 pour Tom. Il a pas levé la main. Je pense que là, Ah, fallait- je pense que là il n'y avait plus besoin. Ok, on quitte la France, on part maintenant aux Pays-Bas. Quel club néerlandais a lancé en 2024 une plateforme numérique permettant aux socios de participer aux décisions concernant le merchandising et les initiatives communautaires? Feyenoord. Non, Groningen. non, L'Ajax. Utrecht. c'est l'Ajax. C'est Walid. Classique, Oh, les en gars. fait, on est Pourquoi on va si loin Pourquoi on va si loin On est On n'a pas parti joué la trop loin, là. sécurité. On n'a pas joué la sécurité. En effet, l'Ajax a développé une application mobile pour que les socios puissent voter sur les produits dérivés et les projets communautaires du club. Ok, Bravo. belle initiative Bravo. néerlandaise. Du coup, dernière question. Pour l'instant, un pour Walid, Question à 2 un points. pour Tom. C'est vous qui décidez. Moi, je suis chaud pour faire une petite question à 2 points. Allez. Question à 2 points, Allez. comme ça je gagne ça, on se fait bien de voler. 3 d'écart. Alors, dernière question. Quel club italien a intégré les socios dans sa gouvernance en 2024, permettant aux supporters de participer aux décisions stratégiques du club? La Juve. Non, L'Atalanta. non, L'Udinese. non, Le Genoa. non. Non, c'est un club qui a eu pas mal de galères là cette saison. AC Milan. Non, La S Rome. ouais, l'AS Rome. Et voilà. Ah, Tout en douceur. tout ça, ouais. En effet, l'AS Rome a mis en place un programme permettant aux socios de voter sur certaines décisions clés, renforçant ainsi leur implication dans la gestion du club. Ok. Donc là on a 3 questions et Nathan vient de gagner le quiz. C'est ça que tu es en train de me C'est raconter. ça. Bah, je suis dégoûté donc on va arrêter l'émission sur ça. Je suis extrêmement aigri, chafouin. tout ce que vous J'ai voulez. jamais vu un but qui vaut double comme Marcourt le disait. Franchement, c'est même pas, c'est Jacques Ah, Henriot Jacques qui Henriot, l'avait ouais, proposé. ouais. Il avait même pas 10 buts, il avait dit 2 points. Je l'aurais donné à 5 celui-là. 5 Franchement, c'est assez catastrophique. Bon bah Walid, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci C'était un beaucoup. plaisir de parler de sociaux, de football, de Barça, de Real. Et franchement, C'est- merci à vous et à la régie surtout. Franchement, Les merci à la boss. régie aussi. Donc voilà, merci à tous, c'est la fin de cet épisode de la zone mixte. Merci à vous aussi, faut surtout le mentionner, auditeurs passionnés de foot. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde du ballon rond. D'ici là, n'oubliez pas de rester connecté, de partager le podcast et de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour le coup d'envoi du prochain épisode.